Tu es investisseur en bourse en Belgique ou bien tu veux devenir investisseur en bourse en Belgique, tu es tombé sur la bonne vidéo. Il y a 6 étapes essentielles à travers lesquelles tu vas devoir passer. En tout cas, si tu as envie de créer un portefeuille performant pour toi. Parce que oui, la Belgique a une tonne de spécificités quand on veut commencer à investir. À commencer par la fiscalité. On a un système rare mais bougrement intelligent je trouve, basé sur le profil et la manière d'investir. C'est pas comme ça dans beaucoup de pays, mais chez nous en Belgique, on te taxe selon la manière d'investir. Par exemple, il y a 3 grands profils, 3 grandes idées. Le bon père de famille qui investit son épargne durement gagnée, d'accord, dans le but de la faire fructifier à long terme. On nous prévoit une taxe sur la plus-value en 2026, mais qui serait à hauteur de 10% à l'heure où je tourne cette vidéo. Tout ça, c'est pour plus tard, on va en reparler. Mais cette taxe sur la plus-value serait plus faible que le profil de spéculateur. C'est le deuxième. Ça, c'est celui qui, lui, il fait plein d'achats-reventes réguliers ou ne serait-ce qu'une plus-value spéculative et donc lui serait taxé à hauteur de 33% sur ses plus-values requalifiées en revenus divers parce que il achète, il revend, etc. Il n'a pas le même comportement. C'est pas un investisseur à long terme qui prend peu de risques et qui investit en bon père de famille. Troisième grand profil, c'est le professionnel de l'investissement qui vit de ses cryptos, qui vit de son investissement en bourse ou qui travaille activement là-dedans. Dans ce cas-là, en tant que professionnel, il va être imposé sur un impôt progressif allant jusqu'à plus de 50%. Donc, ça, si tu es professionnel, je suppose que tu n'es pas sur cette vidéo, mais en tant que bon père de famille et parfois spéculateur un peu par défaut, il faut faire attention, tu te rends compte que chez nous, c'est différent. C'est pas comme en France où c'est l'inverse. Tout le monde est taxé de la même manière, quelle que soit sa manière d'investir et son profil d'investisseur. Ils ne sont pas taxés par la manière, ils sont taxés selon ce qu'ils achètent aussi. Par exemple, ils ont une enveloppe qui s'appelle le PEA. Et ce plan d'épargne en action leur permet de payer moins de taxes, mais ils doivent acheter des entreprises européennes, si je ne me trompe pas, et surtout certains ETF et des fonds très spécifiques. Ils ne peuvent pas mettre ce qu'ils veulent dedans. De ce fait, beaucoup de créateurs français mettent en avant des ETF PEA et en présentent dans chaque vidéo, alors que pour nous, investisseurs belges, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Enfin, peut-être que certains sont peut-être éthiques ou quoi, ou que tu peux y trouver une utilité, mais de manière générale, non, parce que tu n'as pas de PEA, donc je ne vois pas pourquoi tu irais prendre ça. Et ma dernière chose avant de rentrer dans le vif du sujet est de te présenter l'étape numéro 1 de ce plan en 6 étapes. Je dois faire un petit disclaimer. Je ne suis pas un conseiller en investissement, encore moins un fiscaliste. Il n'y a aucune recommandation d'acheter, de vendre ou de faire quoi que ce soit dans mes vidéos. Aucune recommandation stratégique que YouTube, ça reste du divertissement. Investir comporte des risques de perte en capital. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Va voir mes disclaimers complets en description. Étape numéro 1. Définir son profil d'investisseur fiscal. Oui, très important en France, mais hyper important en Belgique. Il faut savoir quel va être ton profil d'investisseur fiscal. Je l'ai dit, il y en a 3. Le bon père de famille qui investit à long terme son épargne durement gagnée. C'est un peu cliché, c'est ça l'idée. Je t'accorde que c'est un petit peu flou, mais on nous prévoit des réformes dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent. Et je te tiendrai au courant en vidéo, bien entendu, il faut s'abonner, c'est important. Mais donc en gros, tu as le bon père de famille, c'est vraiment, il va acheter par exemple des actions Apple, les garder pendant 1 an, voire plus, évidemment 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et à un moment, il revend son placement avec une plus-value, c'est considéré comme une plus-value en bon père de famille. Ça fonctionne aussi avec les ETF, c'est un comportement, une manière de faire, il faut te renseigner là-dessus. Deuxième profil, le spéculateur, lui il achète son action Apple, la même, sauf qu'il va la revendre demain en ayant gagné de l'argent. Dans ce cas-là, c'est considéré comme spéculatif. Il achète, il revend. S'il le fait plusieurs fois, etc., il peut être qualifié et payer une taxe plus lourde sur les plus-values. Et enfin, le professionnel dont je t'ai parlé. Attention ici, c'est une grosse vulgarisation. C'est pour ça aussi que je fais des disclaimers et tout, parce que ça reste une vidéo YouTube de divertissement, de vulgarisation. Donc c'est pas exactement ça, c'est une interprétation de la loi, c'est une explication en gros de comment ça fonctionne, mais il faut faire tes propres recherches, il faut aller beaucoup plus loin pour tout comprendre, mais l'idée est là, tu as compris. Passons à l'étape numéro 2, définir ton profil d'investisseur. Donc cette fois-ci, plus rien à voir avec la fiscalité, c'est plutôt son profil personnel, notre manière d'investir, puisque chaque investisseur est différent. Chacun va être attiré non seulement par ses convictions, par certaines choses, va aussi être attiré selon l'âge qu'il a, le revenu qu'il a, combien il veut investir, combien de temps il va immobiliser son argent, ses produits qu'il peut préférer. Par exemple, mon beau-frère, il n'aime pas les ETF, les fonds, tu vois, cotés en bourse avec plein d'actions dedans. Il n'aime pas ça parce qu'il dit dans ce lot, il y a des actions qu'il ne veut pas avoir. Mais ce n'est pas une question de gagner de l'argent, tu vois, ce n'est pas une question ici économique, c'est une question de conviction. Il dit non, telle entreprise est dedans, celle-là aussi, et je n'ai pas envie de participer à cette entreprise, même de manière indirecte.
Ça se défend complètement, même si ça n'a pas de logique d'un point de vue capitalisme, d'un point de vue gagner de l'argent, tu vois, c'est pas d'un point de vue théorique, je vais dire, stratégique, mais c'est plutôt ses convictions. Tu as aussi le fait que certains ont plus peur de prendre des risques. Comment, imagine, ils ont mis 1000 euros, ça descend à 600, ils sont en panique, ils dorment plus, tu vois. Donc ça aussi, il y a d'autres personnes qui, eux, vivent mieux les baisses, sont un peu plus joueurs à ce niveau-là, et donc chacun est très différent. Pour que tu comprennes bien, il y a 3 grands types de profils, encore une fois, de gestion en termes de profil d'investisseur, cette fois-ci en oubliant un peu le côté fiscal. On a l'investisseur passif, l'investisseur actif et l'investisseur semi-actif ou semi-passif, comme tu préfères. Encore une fois, je vulgarise à ma manière, c'est peut-être plus précis dans les livres de finance. Dans la gestion active, ça veut dire qu'en gros, on va choisir activement ses actions, on va analyser les comptes des entreprises, on va faire de l'analyse donc fondamentale, de l'analyse technique, en essayant de voir les graphiques, etc. et de comprendre comment ça fonctionne. On va analyser l'actualité et les données et l'historique et comment va évoluer l'entreprise. Et avec toutes ces choses-là, on va prendre des décisions d'investissement et choisir des actions soi-même et essayer de respecter aussi la diversification généralement en disant, voilà, je vais en prendre dans différents lieux géographiques, mais aussi dans différents secteurs. Et sache qu'on peut être investisseur en actions et être un profil fiscal de bon père de famille, puisque je t'ai expliqué que c'était un comportement et pas forcément un produit. Même si les crypto-monnaies sont par essence souvent plus considérées comme spéculatives, mais c'est un autre débat, je ne vais pas rentrer là-dedans. Là où je veux en venir, c'est que investisseur actif ne veut pas dire achat-revente, ne veut pas dire être tout le temps devant son écran et tout le temps acheter. Non, ça veut surtout dire qu'on prend régulièrement des décisions. D'accord? Acheter ceci, acheter cela, alléger cela en respectant le profil de bon père de famille par exemple, ou se dire tiens je vais choisir telle action, etc. On est actif dans ses choix et dans ses décisions. Alors que lorsqu'on investit en gestion passive, c'est le deuxième profil, on va généralement plus se diriger vers les ETF, les fameux Exchange Traded Funds, les fonds cotés en bourse qui permettent de répliquer la valeur d'un indice. Par exemple, le plus connu, MSCI World ou le SP500 aussi. MSCI World, c'est 1500 entreprises à travers 23 pays développés, donc c'est généralement les 1500 entreprises les plus grosses au monde, ou presque, hein. On en exclut certaines, et donc tu vas avoir du Apple, du Nvidia, etc. Mais aussi du LVMH, par exemple, du Total. Toutes ces entreprises-là sont dedans, et en fonction d'une certaine pondération, évidemment. Derrière, tu peux avoir un ETF SP500, les 500 plus grosses entreprises américaines, ça c'est très connu aussi. Et ces ETF, il y a certaines personnes qui se disent, voilà, moi je vais prendre ça, d'accord, cette espèce de lot d'actions. Et je vais en prendre 2 ou 3, peut-être même 1, et puis basta, c'est terminé. Et je vais créer un système de virement automatique et investir tous les mois dessus, selon une pratique qui s'appelle le DCA, Dollar Cost Average. Ça veut dire investir un montant fixe, généralement à une date fixe ou presque, et on investit assez régulièrement. Et sur le long terme, on se dit, tiens, des fois j'achète, c'est un peu cher, des fois j'achète, c'est moins cher, des fois j'achète, c'est plus cher, et je linéarise un petit peu ma performance sur le long terme, sur le très long terme, et je suis un investisseur passif. Je ne me prends pas trop la tête, je ne suis pas tellement l'actualité, je n'essaie pas de voir les timings, les bazars, les machins, non. J'achète au fur et à mesure, et sur le très long terme, dans longtemps, on verra ce que ça donne. C'est pas dit que ça va gagner, même si historiquement ça fonctionne aussi, mais dans le futur on verra ce que ça donne. Certains sont donc des investisseurs passifs et veulent que ça prenne 1 heure par mois d'investir, pas plus. C'est respectable. Encore une fois, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ça dépend vraiment de la personne et du profil d'investisseur. Est-ce que tu te sens vraiment passionné par l'investissement en bourse et tu te dis, voilà, moi j'ai envie d'essayer des choses, j'ai envie d'apprendre, de comprendre différents trucs, j'ai envie d'aller plus loin, tu vois. Je m'exprime mal parce que quand tu investis en gestion passive, je sous-entends que tu n'y comprends rien, mais c'est pas vrai. Il faut y comprendre énormément et c'est même des grands investisseurs qui finissent en gestion passive. Parce qu'ils ont tellement compris le système, qu'ils ont compris que c'était trop compliqué ou bien qu'ils ont compris qu'ils ne comprenaient rien et que personne ne peut prédire le marché et tout ça. Et donc, ils se disent, finalement, je préfère aller en gestion passive. Donc, il y a des gens très bien formés qui vont là-dedans. Il y a aussi des personnes qui se disent, voilà, moi j'ai compris comment ça fonctionne et j'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin. C'est plutôt ça que j'essaie d'exprimer tout à l'heure et de pas comprendre tous les produits dérivés complexes, etc. J'ai pas envie de tout comprendre. Je préfère juste rester sur les ETF. Je sais bien comment ça fonctionne. J'ai compris dans quoi j'investis. C'est là que je veux quand même insister aussi. Et voilà. Donc un ETF en gestion passive, généralement, tu l'as compris, va suivre ici un indice, par exemple le fameux SP500, les 500 plus grosses entreprises américaines, et va avoir aussi la capacité d'être auto-filtrant. Ça signifie que lorsque une entreprise passe de 500e à 501e, elle est sortie de l'indice et de ton ETF. Et la 501e de l'époque passe niveau 500 et rentre donc
dans ton ETF. Donc c'est assez formidable parce que imagine que Apple dégringole, tu vois, lentement et il disparaît complètement des radars et dans 5 ans, dans 10 ans, Apple ils sont plus là. Et bien automatiquement, il va finir par sortir de l'ETF. Donc ça c'est quand même vachement intéressant puisque l'ETF est un peu avec ce système d'autofiltration, même si ça se fait pas au jour le jour, hein, d'accord, c'est encore une fois une optique de long terme. Et beaucoup mettent en avant cet argument et certaines études qui expliquent que oui, la plupart des gestionnaires actifs n'arrivent pas à faire mieux que de simples ETF passifs. Ils mettent ça en avant, mais c'est basé sur le passé, dans le sens où dans le futur, dans 10 ans, dans 15 ans, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que les ETF, ça ne fonctionnera plus. On n'en sait rien. Donc ça n'en fait pas un placement miracle, j'insiste. Aucune stratégie que je te présente n'est miracle et c'est ma conviction, aucun placement, aucune chose est parfaite pour tout le monde. Donc c'est vraiment à toi de prendre des décisions et on va passer au troisième profil, le profil semi-actif ou semi-passif. Je ne sais pas comment on le prononce puisque encore une fois c'est moi aussi qui vulgarise et qui fait des raccourcis pour essayer de t'expliquer tout ça en gros. Le profil semi-actif, je vais l'appeler comme ça, c'est quelqu'un qui a de la gestion passive, donc des ETF qui restent assez classiques à ce niveau-là et qui en même temps va faire du stock picking ou pourquoi pas quelques ETF thématiques ou essayer de diversifier davantage les produits et d'aller plus loin là-dedans. Et donc d'avoir une poche d'ETF passif de base, mais à côté avoir une autre poche, peut-être 10% de son portefeuille, 5%, peut-être après 20, 30. En fait, il n'y a pas de règle spécifique et il se dit voilà, selon mes convictions, selon aussi ma passion, selon le temps que j'y consacre et selon mon aisance et mon niveau de formation et de connaissance, je décide de mettre une portion active dans mon portefeuille. Et donc, une sorte de stratégie hybride entre la gestion active et la gestion passive. Alors évidemment, entre ces trois grands pôles que je te présente, donc la gestion passive, la gestion active et la gestion semi-active à 50-50, il y a une infinité de possibilités, n'est-ce pas? Certains sont 100% passif, 100% actif ou entre les deux, il y a encore une gradation où tu peux être un peu plus passif et très légèrement actif ou être vraiment du côté actif. Donc ça dépend évidemment des personnes. Disclaimer, tout ça, va voir en description. Personne ne peut te dire quoi faire. C'est comme si je te disais la meilleure voiture à choisir, c'est un SUV 7 places. Parce que moi, j'ai plein d'enfants, donc j'ai envie d'avoir un SUV pour mettre tous mes enfants et de pas trop me pencher quand je les mets dans les sièges auto, tout ça. Tu vas me répondre, mec, moi j'ai pas d'enfant, ça ne m'intéresse pas. Et donc ta recommandation ne fonctionne pas pour moi. C'est un peu vulgarisé encore une fois, mais c'est pour te faire comprendre que il ne faut pas suivre aveuglément quelqu'un sur les réseaux, il faut comprendre par toi-même et trouver ce qui toi te correspond. Bref, passons à l'étape 3, l'horizon de placement. L'horizon de placement, ça veut dire combien de temps mon investissement va rester investi en bourse. Eh bien, un jour, un mois, une heure, une année, 10 ans, d'accord, c'est possible. Tout dépend en fait de ce qu'on pense. En Belgique, je rappelle que les plus-values spéculatives sont plus lourdement imposées et que donc beaucoup se tournent vers la gestion en bon père de famille et en ayant un plan sur 1 an, 5 ans, 10 ans, etc., au moins on s'assure de rester en bon père de famille. Personnellement, si ça te donne un exemple, moi j'ai des enfants, donc je l'ai dit, qui sont tout jeunes et je me dis, voilà, j'ai un horizon d'à peu près 15 ans minimum, dans le sens où je suis en mode avec mes enfants, je sais pas, je vais aller dans des petits hôtels, tout ça, je vais vivre avec eux des expériences, enfin tu vois, je m'occupe de mes enfants et je vais pas avoir d'énormes dépenses là maintenant tout de suite, même s'il faut acheter des couches, tout ça, enfin oui, on est d'accord, hein, des poussettes, des bazars, mais de manière générale, ce que j'investis, je ne vais pas avoir besoin de le retirer. D'accord? Et j'ai une vision pour mes enfants et je me dis dans 15 ans, j'ai envie d'avoir un petit peu de sous pour les aider à avoir une première acquisition, un bien immobilier, avoir une première voiture, passer le permis, les études. Je ne sais pas combien ça coûtera les études dans 15 ans ou 20 ans pour les enfants. Donc, pour les enfants, les jeunes adultes. Et donc, moi, c'est un peu mon plan, tu vois. Ça te donne une idée. Donc, ce que je fais a toujours cette optique long terme. À certains moments, évidemment, moi, comme je suis un peu plus entre les deux, je me dis, tiens, j'aimerais quand même acheter quelques actions et des fois, je les garde 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dépend de certains trucs, mais c'est jamais de l'achat-revente régulier. Ça te donne un exemple, encore une fois, il ne faut pas copier. J'ai insisté assez, je ne vais pas répéter ça toute la vidéo, mais tu comprends que chacun va avoir sa manière de faire et va être différente en fonction de ses propres décisions et de sa propre stratégie. L'horizon de placement, c'est combien de temps on va immobiliser son argent et ça va impacter du coup qu'est-ce qu'on va acheter, quel profil, quel bazar, tout va être impacté derrière. Étape numéro 4, l'allocation des actifs. Qu'est-ce que je prends, en quelle quantité? Là,
C'est compliqué, je sais, en tant que débutant. Je prends quoi? 10% d'obligations, 20% d'actions, 80% d'ETF, 10% d'or. Ça ne fait pas 100%, mais tu as compris l'idée. Donc, qu'est-ce que je vais prendre en termes de pourcentage de mon portefeuille? Cette pondération, cette répartition est importante puisque en fonction des outils et des placements qu'on va prendre, on aura une stratégie plus ou moins risquée, plus ou moins long terme. Encore une fois, tout va s'impacter et tout s'imbrique ensemble. Et ça dépend aussi de l'âge, parce que si on est plus vieux, tu n'as plus forcément un horizon de placement à 20 ans. Quand tu as 60 ans, tu ne te dis pas, punaise, je vais faire un placement sur 20 ans. Je ne suis pas certain, tu vois, souvent tu as une optique un peu plus court-termiste et surtout tu as une optique de conservation du capital. À 60 ans, j'espère que du coup ton capital il est déjà constitué et que du coup tu as envie de le placer, tu as envie de le faire fructifier mais aussi de le sécuriser un petit peu et qui ne varie pas de moins 30%, moins 40% chaque année. Donc, ils vont choisir des produits et une pondération qui est aussi différente en fonction de ce qu'eux préfèrent. Si c'est quelque chose qui te fait un peu peur, parce que moi c'était un truc qui m'avait posé beaucoup de problèmes au début, je me dis mais ça ressemble à quoi un portefeuille? Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ou pas? J'ai fait un e-book, je l'ai écrit, rédigé, une 40aine de pages où je t'explique en fait 10 portefeuilles d'investisseurs célèbres. C'est le premier lien en description, c'est totalement gratuit. Tu arriveras sur mon site, le Goteco Store, que j'ai lancé il n'y a pas longtemps. Et voilà, c'est le petit cadeau de bienvenue, tu peux le télécharger et tu auras 10 exemples de portefeuilles très connus, des livres de la finance, des trucs théoriques et ça te donnera une bonne idée. Retiens quand même une chose avant de passer au 5e point, c'est que plus l'horizon de placement est lointain, plus on peut se permettre de prendre des risques. Puisque quand on prend certains risques, on sait que ces placements risqués peuvent remonter plus tard, etc. Pas tous, attention. Mais voilà, on se dit ça a chuté. D'accord, imagine je prends du Apple, je vais rester là-dessus sur cet exemple. Je prends du Apple, il se casse la figure parce qu'Apple a une très mauvaise année, 2 mauvaises années, 3 mauvaises années. Et puis 5, 6, 7 ans plus tard, Apple remonte et refait une percée et redevient intéressant. Eh bien, je peux me permettre d'attendre 3, 4, 5, 6 ans. Tandis que si on a un horizon très court de placement, eh bien, on va devoir prendre des produits qui sont beaucoup moins risqués, qui peuvent donner un rendement du coup plus faible, mais tout ça dépend encore une fois du profil. Passons à la 5e étape. Comprendre le système fiscal belge. Ça, ce n'est pas une mince affaire. On nous dit souvent, il y a un principe qui dit on n'investit pas en fonction de la fiscalité. Et c'est vrai, puisque la fiscalité, elle change en fonction des politiques, de qui est au pouvoir, etc. Ça évolue tout le temps. Mais il y a quand même un grand fil conducteur, c'est cette histoire de 3 profils en Belgique. Donc le bon père de famille, le spéculateur, le professionnel. Et ça reste quand même depuis très longtemps. Donc ça drive un peu le système et ça reste dans l'idée collective et ça reste dans l'ADN des lois, je vais dire. Et en 2026, je t'ai dit qu'on nous promettait une taxe sur les plus-values à hauteur de 10% apparemment. Les détails ne sont pas finalisés à l'heure où je tourne cette vidéo, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Il y a aussi une TOB en Belgique, taxe sur les opérations boursières à chaque achat, chaque vente. Chaque opération qu'on fait en bourse, il y a une TOB. Tu peux taper sur YouTube TOB Goteco, je t'explique comment ça fonctionne. Comment déclarer sa TOB Goteco, tu auras une autre vidéo tuto aussi. Donc ça, c'est important, d'accord? Surtout quand on est sur un courtier étranger, une plateforme genre Trade Republic, etc., qui eux ne gèrent pas la TOB, eh bien tu dois la déclarer toi-même et la calculer toi-même. C'est pas extrêmement compliqué, c'est pas ça, mais c'est important et c'est obligatoire pour éviter les amendes. On a aussi la tax renders, elle touche les produits investissant, les fonds investissant dans plus de 10% de produits de taux. Typiquement des obligations, des produits qui produisent des intérêts. Et ce type de fonds-là donc sont plus lourdement taxés, ce qui n'en fait pas des mauvais fonds. Ça peut être encore une fois très utile selon la stratégie, mais c'est une taxe à connaître parce que déjà, encore une fois, il faut la déclarer, la payer, etc. si on est sur une plateforme étrangère, pas une plateforme belge. Et puis, il faut savoir qu'il ne faut pas être étonné si à un moment, le rendement ou la plus-value se fait grignoter, se dire, bah oui, en fait, c'est la fameuse tax renders. Il y a aussi les taxes sur les comptes titres, enfin bref, j'en passe, j'en ai fait plein des vidéos sur le sujet, mais c'est à prendre en compte. Le précompte mobilier sur les dividendes, 30% en Belgique, qui est donc si tu touches 100 € de dividendes, on va te prendre 30 € en Belgique, peut-être aussi dans le pays à la source, ça dépend s'il y a des conventions fiscales entre les deux pays, si les deux pays se partagent cet impôt ou s'ils s'additionnent. Bref, tout ça c'est passionnant, mais la fiscalité belge, elle est assez complexe, il faut la comprendre. Et moi, pour l'heure, je vais passer à ma 6e étape. Il s'agit de la méthode d'investissement et du rééquilibrage.
Quand on a défini une allocation, qu'on se dit ok, je vais prendre tel actif, ça je vais en prendre aussi, et je vais prendre 30% de ça, 20% de ça, 50% de ça, on fait son petit truc, on a sa petite stratégie, on se dit ok, j'ai un plan de route qui peut évoluer, hein, d'accord? C'est pas parce que tu as un plan de route qu'il faut garder le même pendant 40 ans. Ça peut évoluer selon ce qui se passe dans le monde et selon ce qui se passe dans ta vie aussi. Par exemple, moi quand j'étais tout jeune, plus jeune, et que j'ai commencé à investir, j'avais pas d'enfant, j'étais pas marié, j'avais pas de femme, j'avais pas de maison, et donc j'avais une optique d'investissement complètement différente. Aujourd'hui, j'ai une maison où je paye un crédit, j'ai ma voiture qui est payée, j'ai mes enfants qui vont à l'école, etc. Et donc j'ai moins de frais à prévoir. Tu vois, je suis déjà marié et tout ça, donc j'ai pas de grands frais ou de trucs à prévoir, donc je sais que je peux me permettre de mettre un peu plus en bourse parce que je sais que je ne vais pas devoir retirer spécialement. Donc, ma logique, ma manière d'investir a évolué. Et aussi au niveau de mon expertise, mes connaissances. J'ai appris énormément de choses et donc, forcément, j'investis différemment. Tu vois, donc oui, une stratégie, c'est bien, elle peut évoluer, mais il faut aussi, en attendant les évolutions, il ne faut pas subir ce qui se passe. Il faut se dire, ok, j'ai fait ma stratégie, d'accord, je décide de la faire évoluer, oui, non, etc. Mais elle peut se dérégler. C'est là qu'intervient le rééquilibrage. Par exemple, j'ai fait une stratégie quasi passive. J'ai pris 90% d'ETF et j'ai 10% d'actions et un ETF thématique par exemple à 5%. C'est un exemple encore une fois, j'insiste. Et je me rends compte que en fait, ma partie action, là, elle a pris de la valeur. Donc c'est bien, mais je suis passé à 13% d'actions. Et donc, au niveau de mes ETF, ils ont un peu baissé sur certains, tu vois. Et là, je passe du coup à une pondération où je suis plus investi. 13%, c'est peut-être pas la fin du monde, mais si je continue à mettre pareil dans les deux, en fait, je me rends compte que finalement, j'arrive à 15%, peut-être 20%. Et là, je me retrouve à 20% d'actions et 80% d'ETF, ce qui n'était pas prévu au départ. Je voulais du 90 et du 10. Et soit je me dis ok, c'est comme ça, j'ai envie d'évoluer de ce côté-là, ou alors tu te dis mince, il faut que je rééquilibre, soit on peut vendre un peu d'actions pour racheter des ETF, etc. et rééquilibrer, ou alors on peut simplement arrêter d'acheter d'un côté pour que l'autre remonte et revenir à un équilibrage classique, en tout cas celui que tu as prévu à la base. Donc ça c'est important, suivre ses investissements, avoir une méthode, avoir une stratégie, pas faire les choses au hasard, d'accord, et réfléchir à ce qu'on fait. Pour parler de stratégie, on peut parler de timing d'investissement. Certains choisissent le DCA, j'en ai peut-être parlé tantôt, je ne sais plus maintenant, qui est le dollar cost average, ça veut dire qu'on investit au fur et à mesure, donc des montants fixes à peu près à date fixe. Et ce système-là, il permet d'être moins stressé, de se dire je ne vais pas chercher les timings, quand est-ce que c'est cher, pas cher, j'achète au fur et à mesure et sur le long terme, normalement, ça va linéariser ma performance. C'est une stratégie assez connue. Il y en a aussi qui font du timing de marché. Donc ça, c'est beaucoup plus dangereux, c'est beaucoup plus stressant et on peut faire d'énormes erreurs qui coûtent cher. Mais il y a aussi, il faut le reconnaître, certaines fortunes de ce monde qui se sont faites pendant les crises et pendant des moments de crack où ils ont acheté tout en bas, revendu tout en haut ou presque. Ça fait rêver, mais pour un investisseur de légende comme ça, il y en a quand même des milliers, voire des millions qui se sont cassés la figure. Hein. C'est comme quand tu vois un joueur de foot, tu te dis « Ah, mon Dieu, il a réussi ». Il y en a beaucoup derrière qui n'ont pas réussi. Hein. Donc, le timing de marché, c'est assez dangereux, mais ça existe. C'est chercher des points d'entrée plus intéressants, des points de vente plus intéressants. Mais on peut aussi le faire à différents niveaux. Il y a des gens qui cherchent exactement ça, les traders et tout. Et puis il y a des gens plus bons pères de famille qui se disent, voilà, moi j'attends un moment plus intéressant pour investir. Au risque que, si je te le fais simplement, tu es là, la bourse elle monte et tu te dis, oh je vais attendre un moment, d'accord, on était là, hein, j'attends un moment pour investir. Boum, ça chute, on est ici et on est plus haut qu'au moment où tu voulais investir. Et donc tu te retrouves à payer plus cher qu'au départ. Et donc, peut-être que tu aurais mieux fait de faire autrement. Et inversement, ça peut chuter et tu te dis, ouais, super, j'ai fait une bonne affaire. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, évidemment. Toujours aucun conseil, aucune recommandation. Va voir dans mes disclaimers. Il y a aussi le lump sum. J'en ai pas parlé de cette stratégie qui est le fait de se dire, voilà, j'ai un capital, j'ai déjà 10 000 euros par exemple, et j'ai envie de tout mettre d'un coup. Statistiquement, c'est ce qui a le mieux fonctionné par le passé, mais c'est aussi, il y a une statistique négative qui fait qu'on peut perdre beaucoup d'argent si on investit au pire moment en lump sum. Donc c'est un peu craignos, mais ça peut être bien aussi, il faut savoir dormir avec, tu vois, c'est beaucoup plus stressant que de faire un DCA classique au fur et à mesure, mais théoriquement, ça peut être intéressant. Il y a certaines personnes aussi qui accumulent du cash, d'accord, au lieu d'investir au fur et à mesure et qui font ensuite des petits lump sum comme ça en se disant tiens, je remets un gros bifton au moment où je l'estime intéressant, donc ça rejoint un peu l'idée de timing. Ça évidemment, la gestion passive par exemple s'adapte moins aux idées de timing. Donc ça rejoint toutes les étapes que j'ai dit encore avant. Évidemment, tout ça doit se recroiser.
Il faut absolument faire tes propres recherches sur chacun des éléments dont j'ai parlé dans cette vidéo. Ça te donne quand même, je pense, un bon schéma, une bonne idée générale. Si on voulait aller plus loin, il faudrait au moins 20 heures. C'est justement la durée de ma formation eBay 360, le programme pour les investisseurs belges, pédagogique bien entendu. Tu peux le voir, il sera sur mon site en dessous du e-book gratuit. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai pris le temps d'essayer de vraiment vulgariser, de faire ça en surface, mais de donner une idée très générale. J'espère que c'était intéressant. Dis-moi ça en commentaire. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.